J'ai intitulé cette intervention «Échapper à la perspective», qui est le titre d'un travail que je viens de terminer, qui m'a pris de nombreuses années. Et le titre est venu à la fin. Pendant assez longtemps, au début, j'avais le sentiment que le social, c'était pas ce que j'avais appris et c'était pas ce que je pensais. C'était autre chose et que l'épreuve du social, même la direction d'une formation, un certain nombre d'expériences comme ça m'amenaient à penser autre chose. Et je disais, le social, c'est plutôt, je le faisais avec les mains. Donc, je suis allé voir les physiciens, un collègue physicien avec qui, quand j'étais étudiant, on avait collaboré. Et je lui ai dit, il y a quelque chose de physique là-dedans, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et on a monté une équipe avec un bactériologue, un sociologue et une chorégraphe. Et on s'est mis à réfléchir. Je les ai quittés au bout d'un moment, j'en ai trouvé d'autres. Et je suis allé du côté des neurosciences aussi, et de la danse avec d'autres, des arts plastiques, pour essayer de me faire un peu une idée de la manière dont je pouvais construire une intuition en étant dans une approche, je dirais, transdisciplinaire. Et transdisciplinaire aussi bien artistique que scientifique. Alors, je ne sais pas si je conseillerais à quelqu'un de suivre cette voie parce que c'est énormément de travail et c'est beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, c'est assez réjouissant. Donc, je place cette intervention sous ces deux citations. Celle de Marcel Jousse. Marcel Jousse, qui est quelqu'un que j'ai redécouvert, que j'avais lu étant étudiant, que je n'avais pas aimé du tout. Et puis, 30 ans après, j'ai trouvé ça terriblement intéressant. Marcel Jousse rentre vraiment dans la sensibilité, le rythme des corps, le vivant du corps. Et c'est vraiment très intéressant. Et il aborde là, dans cette citation, quelque chose qu'on retrouvera par la suite, c'est la distinction entre la géométrie et le vécu. On a été beaucoup sur une pensée géométrique du monde, une construction scientifique du monde, et la question du vécu, qui est beaucoup plus difficile à appréhender rationnellement, devient aujourd'hui très importante. Et la deuxième, Gérard Olivier, qui est neuroscientifique à Grenoble, qui est l'auteur d'un ouvrage très intéressant sur la question de l'objet et où je dirais plutôt moins de l'objet que de la gestualité qui fait l'objet. C'est-à-dire que l'objet n'existe pas en soi, il existe qu'à travers des gestes. Et ça mérite de s'intéresser à ça. Alors, je vais présenter une pensée qui se déroule, et puis on va arriver au projet sur lequel on travaille, Mouloud et moi, et d'autres collègues que je citerai. J'embrasse un peu loin au début, hein, et puis on verra petit à petit. Alors il y a des dias sur lesquels je vais passer assez vite parce que j'en ai prévu beaucoup. Mais si vous voyez que je vais trop vite, si vous avez besoin et que je revienne sur certains, vous m'arrêtez, quoi. Voilà. Alors, ça, j'ai pris ces trois images, une église et la poutre de gloire. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui marque la fermeture ou l'ancienne fermeture entre le chœur et la nef, et est un espace de médiation. Le Christ qui est à la fois de l'ordre du sacré et de l'ordre du profane, de l'humain. Mais on a ces deux espaces qui sont véritablement scindés. Et maintenant, on ne fait plus trop attention, mais il y a encore quelque temps, si vous visitiez une église et que vous alliez regarder dans le chœur un petit peu les peintures, les sculptures, si un prêtre était là, il vous disait de partir parce que c'est un espace sacré dans lequel vous ne pouvez pas pénétrer. De la même manière, le théâtre, imaginez que vous êtes spectateur et que d'un seul coup, pris par l'ambiance, vous avez envie de monter sur scène et de dialoguer avec les comédiens ou de danser avec les danseurs, ça sera mal pris. Il y a une séparation aussi de ces deux espaces. Comme là, c'était une photo très récente que j'ai prise à Venise
dans la fondation François Pinault, une œuvre de Richard Prince qui est entourée de ces barrières pour bien montrer qu'on ne mélange pas l'espace de l'œuvre avec l'espace du quotidien. Donc il y a cette séparation qui renforce au quotidien, dans notre apprentissage du monde, la dualité entre l'esprit et le corps, et toutes les dualités, je dirais, qui sont là. Pourtant, François Courbet, fin du XIXe siècle, la Révolution de 1848, désacralise toute l'approche du monde et de l'art en utilisant un grand format qui normalement était un format qui était réservé aux batailles ou aux motifs religieux. Et il décrit, là, il peint un enterrement dans un village de la Franche-Comté en France. Des historiens se sont amusés à mettre des noms sur chacune des personnes qui ont véritablement existé. Et les dimensions font que chacun des personnages est quasiment de taille humaine. Donc il nous plonge dans une relation entre le monde de l'idéal, parce que tout le débat il va être sur une opposition entre l'idéal et le réalisme. L'idéal qui est le religieux, ce vers quoi on doit tendre, et le réalisme, c'est ce qui est là. Et il y a des pages et des paroles extrêmement dures contre Courbet et son camarade Proudhon, qui essayent de sortir de cet idéal. Là, on rentre dans des œuvres contemporaines où cette opposition entre l'espace du spectateur et l'espace de l'œuvre est remise en cause. Là, je vous passe quelques secondes. Voilà, une œuvre de Raphaël Lesotho dans laquelle on rentre et avec laquelle on joue. Là, Grégory Lasserre et Anaïs mettent dans le groupe Scénoscom crée cette œuvre où ils ont inventé un système qui permet de recueillir ce que produit l'électricité statique d'une personne sur la plante. Donc l'œuvre, elle n'émerge que de la relation avec cet objet. Alors ils le font aussi, c'est assez marrant. Il suffit qu'il y ait une personne qui mette le doigt sur un plot, et puis les spectateurs de l'œuvre au musée qui se touchent, qui se caressent et qui créent un concert de cette manière. Voilà. Ça, c'est Adrien Mondeau et Claire Barden, aussi une équipe de Lyon qui ont un système immersif très, très complexe que je retrouve. Voilà. Ces images sont projetées autour d'une danseuse. La musique est faite en direct et improvisée en direct. Et les spectateurs sont tout autour et sont inondés par cette lumière. Et on a vraiment l'impression d'être dedans. Et en discutant avec eux, ce qui était très, très intéressant, c'est qu'ils ont appris à donner du poids à ces images qu'on ne touche pas et qui donnent l'impression aux spectateurs que c'est véritablement le corps du danseur qui balance le filet lumineux. Donc il y a véritablement là quelque chose qui se construit dans ce rapport entre les... Voilà. Ça, c'est une image de Battista, la perspective. Vous voyez, on est dans un autre monde. Celui qui regarde est extérieur. Là, dans ce cas-là, il est sans corps.
hein. Et tout l'objectif de la perspective, c'est de montrer que la raison est extérieure au monde et va construire une appréhension rationnelle du monde. C'est la distinction nature-culture, ou donc homme-nature. C'est l'absence de dimension sensible. Hein, on construit rationnellement les choses. Et puis, surtout, c'est l'absence de temps. Et je crois que l'absence de temps, c'est au cœur de tout. C'est-à-dire, dès qu'on se met à intégrer du temps dans son raisonnement, dans ses observations, on est dans un autre monde. Très rapidement, Léonard de Vinci, allez voir, il est tout à fait opposé à ces images médiévales où, comme dans des bandes dessinées, on racontait la vie du Christ de Saint-Sébastien par des cartouches. Lui dit, c'est impossible. C'est impossible parce que on ne voit les choses qu'à partir d'un seul point de vue, on ne peut pas superposer les points de vue. Donc quand la perspective arrive, elle est véritablement, elle défait un monde qui lui a préexisté, qui est un monde du récit, plutôt que du seul point de vue. Le point de vue, c'est Descartes, c'est Leibniz, c'est Kant, qui vont construire toute leur relation là-dessus, sur la perspective. Descartes dit notre rapport au monde sensible est sensible, mais il faut s'en méfier. Donc il faut s'extraire de cette sensibilité pour construire un rapport au monde rationnel. Leibniz dit la même chose et Kant va inventer le sujet transcendantal justement pour en faire un être social qui peut prendre ses distances avec la diversité des sensations. Et surtout l'unité des sensations. Et on retrouve ça chez Durkheim dans les sciences sociales, qui va partager la sociologie de la psychologie en disant il y a des choses qui sont collectives, qui sont sacrées, puis il y a des choses individuelles qui sont profanes. On va construire nos deux disciplines sur ce modèle-là. Et quand on relit à cette lumière les œuvres de collègues, on voit comment elles sont construites et comment elles... Alors aussi rapidement, je vous recommande d'aller voir Jean-François Nicéron. Jean-François Nicéron, c'est un ouvrage, La perspective curieuse, 1638, qui est quelqu'un qui a discuté avec Descartes et qui a développé l'anamorphose et des visions de l'anamorphose. J'en ai une là plus récente, puisqu'elle est... non, pas plus récente. Vous voyez, il y a cette forme-là tout à fait indistincte. Hein, en fait, on voit que c'est un crâne si on se met véritablement... Et l'idée de Descartes, c'est que pour voir véritablement les choses, il ne faut pas les regarder comme dans la vie quotidienne. Il faut trouver le bon emplacement, le bon point de vue. Comme là, dans cette église, qui nous amène au point de fuite, il y a dans cette église, au sol, un cercle sur lequel il faut s'allonger et pour pouvoir voir véritablement l'ordre du monde tel qu'il est. Et le point de fuite, qui est ce nuage tout en haut, nous amène à Dieu et au principe d'organisation de la totalité. Donc la perspective, c'est à la fois ce que je vois, mais ce que je vois qui rencontre la manière dont ça a été construit. Et c'est dans ce rapport qu'on peut établir une compréhension du monde. Alors, changement de paradigme, puisque avec la perception, on rentre dans autre chose, la perception aujourd'hui. C'est cette idée de Stéphane Loupasco du tiers inclus, c'est-à-dire les choses ne sont plus ou vraies ou fausses, c'est plus ou moi ou vous, ou vous ou vous, mais c'est un peu tout ça, tout se mélange, et c'est cette phrase de Rimbaud, je est un autre, mais il aurait pu dire l'autre est aussi je, et il n'y a plus de partage véritable. C'est quelque chose qui a été repris par Edgar Morin à travers l'unidualité, hein, et cette idée que la pluralité est dans l'unité. Et qu'on ne va pas de la pluralité comme dans la perspective vers l'unité, mais que l'un et l'autre sont consubstantiels. On ne peut pas penser la pluralité si on n'a pas la possibilité de les organiser ensemble, de les ramener à l'unité,
mais on ne peut pas penser l'unité non plus sans la diversité qui permet de la voir vivre et de la voir s'exprimer. C'est aussi tous ceux qui, depuis UXCUL, mais on peut remonter plus loin, puisque tout à l'heure, Mouloud, tu parlais de Berck. Berck, c'est la mésologie. La mésologie, c'est aussi Bakounine. C'est aussi tout le courant anarchiste de la fin du 19e siècle qui va développer cette idée qui a un rapport au monde tout à fait particulier. Et on va retrouver dans toute l'histoire de la philosophie du 19e cette idée, et du 20e, cette idée qui a un rapport écologique au monde. On retrouve ça chez Canguilhem, on retrouve ça chez des géographes, etc., qui vont développer cette idée. Et puis on retrouve chez Merleau-Ponty, on le retrouve chez Francisco Varela et l'autopoïèse, la connexion entre l'individu et le monde, d'où émerge le monde. On retrouve ça chez Lewontin aussi en génétique, chez Gibson, dont on parle beaucoup actuellement sur l'approche écologique de la perception, ou Tim Ingold. On trouve ça aussi chez Theodor Lipps. Theodor Lipps, qu'on citait beaucoup avec cette idée d'empathie, d'Einfühlung, mais sans qu'on l'ait lu parce que c'était en allemand et qu'il y a peu de gens qui pratiquent l'allemand. Ça a été traduit il y a peu. Et Theodor Lipps développe l'idée que il n'y a pas d'écart entre soi et le monde. On est véritablement dans quelque chose qui se partage tout le temps à travers ce qu'il appelle la relation esthétique, l'esthésis, et qui n'est pas l'esthétique qui nous conduit vers le beau, mais qui est ce mouvement continu de relation à notre environnement, hein, qu'on retrouve chez Walter Mignolo, par exemple, quand il aborde à travers les théories de la décolonisation cette idée de l'esthétique, en disant que l'esthétique dans le rapport au beau, c'est une tradition grecque, et que plein de sociétés dans le monde, plein d'êtres humains dans le monde pensent ça différemment. Et cette notion d'esthétique est importante. Et vous avez rencontré Richard Schusterman, qui construit toute une partie de sa théorie de la soma-esthésis sur ce rapport esthétique à la réalité. Et puis Ernst Mach, qui quand je l'ai lu, a été une révélation. C'est un physicien, philosophe de la deuxième partie du 19e siècle, qui a écrit en 1886 un ouvrage intitulé « Analyse des sensations », qui s'intéresse à la perception, qui est quelqu'un qui a influencé à la fois Freud et Ferenczi sur les inventeurs de la psychanalyse, mais qui a aussi influencé tous les physiciens qui sont à l'origine de la mécanique quantique. Donc il est au cœur de notre monde contemporain. C'est très, très étonnant comme personnage. La notion de mouvement qui est importante parce que la question de la perception, la question de la compréhension des choses, la perception des choses, elle est liée au mouvement. Les physiciens disent si un instrument de mesure, notre œil par exemple, fixe quelque chose sans discontinuer, ce qui est impossible, l'œil bouge tout le temps, mais si c'était possible, la matière serait bloquée, pourrait plus bouger, parce que l'instrument l'oblige à une position. Et donc le mouvement, il est véritablement lié à tout notre rapport au monde. On est toujours en mouvement. Avec les étudiants, je leur dis, rester 1 minute sans bouger, c'est un calvaire, hein, de rester 1 minute sans bouger. Après, je leur dis, 1 minute en bougeant, c'est une libération incroyable, c'est naturel, quoi. Et si vous faites l'expérience à un moment, 1 minute sans bouger, vous verrez qu'on est toujours en train de rétablir la position initiale. En fait, on est toujours en train de bouger, mais on s'efforce à rester immobile, et c'est épuisant. Donc c'est aussi la mobilité, elle nous amène à penser qu'il n'y a pas de frontière entre la motricité et la perception. C'est-à-dire qu'on ne perçoit que parce qu'on est en mouvement et que dans la perspective d'un mouvement.
hein, que dans le déroulement d'un mouvement pour l'accompagner, le réaliser véritablement. Ça, je cite Alain Berthoz, qui est aussi un camarade de réflexion. Tim Ingold, qui, à la manière de Gibson, dit que on n'observe jamais le monde depuis un point fixe, et on l'observe toujours en mouvement. On l'observe toujours, Ingold dit, à partir de cheminements, d'itinéraires, et je crois que c'est bien ça. On a un projet aussi avec un musée autour de Lyon, à Saint-Étienne, un musée d'art moderne et contemporain, et on voit bien que les personnes circulent dans l'œuvre d'art comme elles cheminent dans un espace. On ne regarde pas les choses en les déconstruisant. Après, on les interprète en les déconstruisant souvent. Donc l'action est au cœur de tout ça. Berthoz invente la notion de perception pour bien montrer que la perception est liée à l'action, que c'est inséparable. C'est toujours dans ce mouvement que... Et une chose à laquelle aussi il faut être attentif, c'est quand il est facile de dire, effectivement, je vous regarde, je suis toujours en mouvement, vous me regardez, vous êtes aussi toujours en mouvement, mais c'est de prendre en compte aussi que ce qu'on regarde est en mouvement. Et souvent, on essaye d'évacuer ça pour pouvoir regarder mieux, pour pouvoir regarder plus durablement. On va essayer de figer les choses et les retenir pour mieux les posséder, si je pourrais dire. Et c'est un peu la critique que Ingold fait à l'intention de Gibson, c'est qu'il dit, c'est très bien toute sa théorie sur la perception, le mouvement et comment on palpe les choses et on en prend connaissance. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le monde, en même temps qu'on le palpe, il réagit à ces palpations et il se modifie aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma qui devient extrêmement complexe. C'est qu'il y a une sorte de point focal autour duquel l'intérieur du regardeur est toujours en train de changer, et puis l'extérieur du regardeur est aussi toujours en train de changer, et qui change dans cette relation, dans cette friction, et c'est ce que Varela désignait par l'émergence ou la question de l'énaction, c'est-à-dire que c'est dans cette relation que le soi se réalise comme la nature ou l'environnement se réalise. C'est pour ça qu'il y a une sorte véritablement de nœud là et d'inséparabilité de tout ça. Isaac Joseph, l'écologie urbaine est dès l'origine une écologie de la mobilité. Et puis l'apticalité, c'est cette idée qu'on touche les choses et qu'en fait même la perception est une sorte de palpation. Merleau-Ponty disait palpation du regard, hein, et qu'on est toujours en train comme ça de percevoir le monde. Notre système visuel est discontinu et c'est 8 perceptions par seconde. De la même manière, le système auditif, le système olfactif, on voit, qu'on capte, on ferme, on capte, et c'est la seule manière de saisir le changement et de saisir le mouvement. Si on voyait tout le temps, on ne pourrait pas voir bouger, parce qu'on n'aurait aucun repère entre une position et la suivante. On serait toujours dans le continu. On ne pourrait pas sentir, on ne pourrait pas entendre, etc. Donc c'est toujours cette discontinuité qui est importante. Et puis la notion d'expérience, qu'on doit à Dewey, le premier chez lequel j'ai trouvé cette notion, c'est dans Logique. Dewey dit c'est notre rapport au monde, il est fondé sur l'expérience continue, parce que nous sommes des organismes vivants et que nous respirons, nous sentons, etc. Donc c'est pas l'expérience de quelque chose,
mais c'est l'expérience propre au vivant, c'est qui se réalise continuellement. Ce qu'on retrouve chez Ingold, ce qu'on retrouve chez Bernard Andrieux aussi, cette communion, je ne sais pas pourquoi ce mot me vient à l'esprit maintenant, mais cette communion entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux espaces séparés, distincts, mais tout ça fonctionne en même temps. Uexküll parlait de l'Umwelt, c'est-à-dire comment on construit notre environnement, mais comment au retour il nous construit aussi, comment notre environnement est mondanisé et comment nous sommes naturés en quelque sorte. Et puis Berck, c'est peut-être pas la peine que je continue, mais qui a aussi travaillé dans cette direction. Et puis la question du temps et de l'espace qui est importante aussi, sinon primordiale, c'est-à-dire on quitte avec ce mode de pensée une physique newtonienne pour entrer dans une physique tout à fait autre. Newton, c'est Kant. Kant, sa thèse, elle portait sur la physique de Newton. Donc, sa philosophie, ça a été une manière de rendre compte dans l'univers philosophique du monde de Newton. C'est l'être humain qui existe dans un temps et dans un espace absolu, qui sont prédéfinis. Donc, on est dans le temps et on est dans l'espace. Et avec ce mode de pensée, on ne peut plus être dans le temps et dans l'espace, puisqu'on produit le temps et on produit l'espace. Et c'est ce que Étienne Klein, physicien au CERN, dit, bon, le temps devient le produit d'une activité. Michel Lusso, géographe, dit l'espace devient le produit d'une activité. Et Carlo Rovelli, qui est le physicien à la mode, qui rejoint, et c'est assez intéressant, qui rejoint les idées qui ont été développées par les présentistes influencés par Heidegger, que sont Reinhard Koselleck en histoire, ou qui y a encore François Hartog aussi, qui nous disent on est arrivé dans un monde où il n'y a plus le passé, il n'y a plus le devenir, parce qu'ils sont réellement incertains. On sait que le passé, on le fabrique. On sait que le devenir, les prévisions, on les atteint jamais et on est toujours obligé de les réviser. Donc on est venu dans un monde qui est extrêmement lié à un présent. C'est cette expérience du présent qui fait qu'on peut avoir une sorte de certitude des choses. Bon, il faudrait revenir sur la compétence de la mémoire qui a aussi en neurosciences été véritablement retravaillée. On n'emmagasine pas des souvenirs, mais on a une compétence qui nous permet de les reconstruire constamment en fonction du contexte, etc. Et puis Berck qui rejoint ce que disait Jousse au tout début, quand il distingue l'agora du topos. L'agora, c'est l'espace vécu, le topos, c'est l'espace construit. Le topos, c'est l'espace de la perspective, l'agora, c'est l'espace du vivant. Et je pense que c'est vraiment important de se mettre dans cette dimension d'un temps et d'un espace du vivant. Alors, ça, pour une sorte de pause, hein, pour dire comment ça se fait. Moi, j'ai eu besoin à un moment de me dire pourquoi on a besoin de changer les choses, de changer notre manière de penser. Et je me suis souvenu, j'avais vu dans une exposition au Musée national des arts et traditions populaires, il y a très longtemps, une exposition de Françoise Lux qui montrait comment les enfants étaient emmaillotés et accrochés au mur pour éviter qu'ils se fassent manger par les poules, les chiens, etc. Mais aussi les emmailloter pour qu'ils prennent la posture droite et qu'ils soient des êtres humains et qu'ils ne se comportent pas comme des animaux. Et de la même manière, on a cette belle enfant à qui on a demandé de rester immobile, alors qu'aujourd'hui, on est dans des schémas de déplacement et des apprentissages dès notre plus jeune âge du mouvement.
Nos jeux sont des jeux de la vitesse, de la glisse, du mouvement. On est circulé dans l'espace comme ça, où on a une vision panoramique sur le monde qui change tout le temps, qui produit en nous des émotions, des sensations, etc. Donc on est dans un autre monde. Et je crois que c'est l'expérience d'un autre monde qu'on essaye de traduire dans la science et dans les arts aujourd'hui. Je reviens à ce schéma où là il y a un corps, mais vous voyez bien que les points ils sont vraiment à la limite du corps. On peut plus penser comme ça. Si on revient à cette jeune adolescente qui fait du skateboard, elle peut pas se situer. Elle n'a pas le temps, je dirais, hein, d'être dans une construction comme celle-ci. Poincaré, c'est 1905, vous voyez, en fait, tout ce que je dis, c'est des choses qui ont été découvertes dès la fin du 19e et début du 20e. Puis on a vécu, en anthropologie, je ne sais pas dans vos disciplines, mais en anthropologie, une sorte de domination du structuralisme qui nous a amené à penser différemment. Et puis, c'est quand le structuralisme s'est libéré qu'il y a des voix qui sont ressorties et qui nous ont alertés sur des manières de penser qui existaient déjà, alors qu'il nous semblait qu'on les redécouvrait. Mais Poincaré dit, quand je vois un fauteuil, je ne vois pas l'objet. Je ne vois pas le nombre de pas qui me séparent du fauteuil, mais en fonction de ce que je veux faire, si je veux monter sur le fauteuil pour changer une ampoule, ou si je veux m'asseoir dans le fauteuil, ou si je veux le renverser pour voir s'il n'y a pas quelque chose dessous, je vais avoir des connexions synaptiques et des contractions musculaires qui seront différentes. Dès le début de l'action, je vais m'engager dans quelque chose. Et par exemple, ça c'est Jeanne Rau. Jeanne Rau nous dit, quand je veux saisir cette bouteille, vous voyez, c'est le geste, je commence, si je veux la saisir au goulot, dès le début du geste, j'ai l'écartement du goulot. Si je veux la saisir là, dès le début du geste, vous essayerez, on connaît la fin de la phrase quasiment au début de la phrase. Hein, on connaît la finalité du geste, et petit à petit comme ça. Alors, et on ne construit pas morceau par morceau. C'est-à-dire, ça, c'est le robot qui va... La saisie du mouvement, c'est aussi très ancien. C'est Étienne Jules Marais à gauche, Edward Muybridge à droite. C'est les années 1880. Et qui ont mis en place tout un ensemble d'appareils pour arriver à saisir ce mouvement. Ça, c'est Edgerton, qui a essayé aussi, avec la photographie accélérée, saisir toutes les étapes du mouvement pour comprendre comment se déroulait le mouvement. On a aussi aujourd'hui des tas d'instruments qui nous permettent de saisir le mouvement. Là, pour le personnage de droite, avec des câbles qui, comme vos téléphones ont intégré cette technologie, vous pouvez, en bougeant, manipuler un jeu, avoir un instrument au bout donc capte le mouvement, mais aussi toutes les caméras de capture de mouvement qui permettent d'essayer de comprendre comment saisir le mouvement. Étienne Jules Marais, sur lequel je reviens, là, ce personnage, il a inventé plein d'outils qui ont permis de saisir le mouvement. J'ai pas mis, parce que je pensais que j'avais beaucoup de diapos, mais vous retrouvez des images de corps en déplacement, d'oiseaux, de poissons, etc., voire même de fumée. Et il a inventé un fusil qui prenait 20 images par seconde pour arriver vraiment à suivre toutes les étapes du mouvement. Il installait des marqueurs aussi pour... Donc en fait, on n'a rien bien inventé. Alfred Yerbus, la Russie des années 60, fait, et c'est un travail de titan, quoi. Il est là, il projette cette image et il regarde les déplacements des pupilles des personnes, mais il le faisait sans oculomètre. Il le faisait à la main.
et pour essayer de... Et là, vous voyez, j'ai mis l'examen libre en haut. Et ça montre bien que l'action, elle est toujours orientée vers une finalité. Étudier le cadre de l'EI de la famille, qui est le deuxième mouvement des pupilles. Dire l'âge des protagonistes. On voit que le regard se fixe plutôt sur les visages. Hein, et on a comme ça ces autres... déduire l'activité des gens avant l'arrivée du survenant, mémoriser les vêtements, etc. etc. Donc vous voyez, c'est ce travail Yarbus, cet ouvrage qui a été traduit en anglais en 1967, les mouvements de l'œil et la vision étaient véritablement très, très novateurs, quoi. Alors, j'ai pris là l'image, entre guillemets, la plus monstrueuse que j'ai pu trouver. C'est normalement le travail avec l'eye tracker ou l'oculomètre, qui est cette paire de lunettes. Et c'est une paire de lunettes qui a deux, à l'intérieur, capteurs infrarouges qui permettent de saisir les mouvements de la pupille. Bien. Donc, les psychologues, et souvent les psychologues ou les neuroscientifiques, qui pensent que la perspective, sans doute, est quelque chose de très important, ils vont essayer d'éliminer tous les mouvements pour ne retenir que le mouvement de la pupille par rapport à l'œuvre. Et moi, j'ai travaillé avec des chercheurs allemands sur la perception des œuvres d'art. Ils travaillent de cette manière-là et ils sont attentifs à ce vers quoi l'œil va pour les couleurs, pour les formes, etc. C'est-à-dire qu'ils décomposent l'œuvre et puis ils vont essayer de s'attacher vers quoi va le regard. Et nous, avec Mouloud, avec Thierry Boissière, Liliane Barakat, Rita Zarour, Anita Bey à Beyrouth, on travaille dans la rue. Ou là, dans un musée, ça c'est dans une chambre d'hôtel, c'est Thierry Boissière qui a chaussé la paire de lunettes. Là, c'est un doctorant qui était aussi au musée. Et vous voyez, on a un petit enregistreur et on met les gens en liberté. On leur dit circulez et puis on va voir ce qu'on en fait, en se disant que l'anthropologie n'est pas une discipline de laboratoire, c'est pas une discipline de la statique, c'est une discipline de la mobilité, c'est une discipline de la vie quotidienne. Donc on se devait d'aller voir véritablement comment les choses se passaient. Et puis ça, c'est vue du ciel, le quartier sur lequel on travaille. Voilà, pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui marche sur un trottoir. Donc la paire de lunettes a aussi une caméra qui est frontale. Donc c'est ce qu'elle voit. Elle doit dépasser ses plots sur ce bout de trottoir. Elle regarde le flux des voitures. Et la distance, la vitesse, mesure. Le deuxième, elle voit qu'il y a l'espace et libre. Elle vise la bordure de trottoir pour éviter de chuter. Et puis, elle reprend l'axe au loin une fois qu'elle est en train de dépasser ses plots. Donc, la perception, elle sert véritablement de support. Moi, je dirais que c'est troisième jambe, hein, ou quelque chose qui permet véritablement de construire le déplacement. C'est pas, on ne voit pas d'un côté, on ne marche pas de l'autre, mais on est comme ça en train de palper avec toutes les sensations qui nous viennent aussi de la semelle, qui nous viennent des articulations, toutes les kinesthésies, etc., qui jouent un rôle important. Ça, il faut que je me mette à 0,24. Voilà, ça va être bon. Ça, c'est un parcours. Et vous allez voir, je vais en passer deux et puis je reviendrai sur les deux. Vous verrez comment ça marche. Voilà.
Il allume une cigarette. Voilà. Je passe à la suivante et puis j'y étais. Voilà. Voilà, Mouloud, si tu veux ajouter des choses aussi, si tu veux, parce qu'on travaille ensemble sur le même projet. Mais là, on a deux personnages, vous voyez, deux manières vraiment différentes de circuler dans la ville. Le premier est italien et marche, je dirais, à l'européenne, c'est-à-dire un peu comme on marche ici, un peu avec moins de rigueur sans doute, mais on s'arrête au bord des trottoirs, on regarde si des voitures viennent, on traverse. Et le deuxième est libanais, et quand on est libanais, dans la rue, on ne s'arrête jamais. Moi, j'ai fait l'expérience au début, je circulais dans Beyrouth, et je m'arrêtais au bord des trottoirs, et là, les voitures me klaxonnaient. J'étais surpris, j'ai mis un moment pour comprendre que c'est les taxis, parce que quand on s'arrête, c'est qu'on attend un taxi. Sinon, on continue toujours, et s'il y a une voiture qui vient, on avance un petit peu, on continue d'avancer, puis quand elle est passée, on traverse, voire même on revient un peu en arrière pour pouvoir l'accompagner, etc. Donc on est toujours en train de négocier avec les voitures, les piétons, etc., sans jamais s'arrêter. Et comme ça, chaque jour, j'allais acheter un journal, une bouteille d'eau, un paquet de biscuits ou quelque chose comme ça pour le casse-croûte de midi. Et je me suis rendu compte un jour, quand je rentrais dans une boutique et que je voyais quelqu'un affairé à ranger des paquets, des bouteilles d'eau dans les rayons, j'attendais. J'attendais qu'il tourne le regard, qu'il s'adresse à moi et qu'il me demande « qu'est-ce que vous voulez ?» Comme on fait en France. Mais là-bas, non, vous ne vous arrêtez jamais. C'est-à-dire que la personne, elle continue. Et c'est à moi de trouver le bon moment pour rentrer dans son intimité, en quelque sorte, et lui dire, j'aurais besoin d'une bouteille d'eau, combien je vous dois pour le journal, etc. Et en fait, ce mode, ce comportement dans la rue, on le retrouve dans la vie quotidienne, et on le retrouve à plein de moments de la société. Il y a une sorte d'embodiment des règles de la sociabilité, de l'adresse, etc. Donc on a vraiment incorporé ces choses-là. Si je reviens sur le précédent, alors on filme et puis on fait des entretiens avec les personnes pour comprendre comment elles se sont comportées, elles analysent les choses, elles nous aident à... Oui, elles commentent en fait. Et sur le précédent, moi, il y a quelque chose qui m'étonnait. C'était... ah non, c'est... on va se mettre là. Ah non, ça... Excusez-moi, je me mélange. Voilà, ça doit te parler. Voilà, il arrive au bord de la rue, il va traverser, et vous regardez après comment il se comporte. Moi, c'est cette image-là où
Et il remonte, il y a un petit espace entre la voiture et une personne, et il choisit de forcer cet espace, en quelque sorte, de passer là. Et bon, je trouvais ça surprenant, comme je trouvais surprenant aussi qu'il traverse comme ça et qu'il remonte la rue sur le côté gauche du trottoir, alors que la plupart, sauf Moeb, mais la plupart passent de l'autre côté et on verra d'autres. Et en fait, en discutant avec lui, il dit, moi je circule beaucoup en Vespa, et je sais que cette rue, le trottoir de gauche est un trottoir protégé. Il y a des voitures qui sont garées, et les voitures viennent de dos, donc je ne les vois pas, donc c'est préférable que je trouve un trottoir sécurisé. Puis quand je redescends, j'ai les voitures de face, et le trottoir est plus étroit, en moins bon état, donc je peux faire attention. Parce qu'on avait demandé aux personnes de remonter et de redescendre en changeant de trottoir. Et ça, c'est le commentaire qui nous permet de comprendre. Parce que dans le déplacement des mouvements oculaires, on voit les choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui, dans la personne, permet d'organiser ce développement. Et est-ce que ça renvoie aussi à des choses bien connues en neurosciences. Il y a une zone temporopariétale qui gère le rapport à l'espace en même temps que le rapport à soi. Et on observe l'espace en même temps qu'on fait attention d'être en sécurité. Et en fait, dans les déplacements comme ça, c'est une zone qui est très active parce qu'elle nous permet de nous préserver de... Voilà, alors ça, il faut que je me mette assez loin. Vous allez voir, ça c'est aussi... je pense que je suis... Voilà, je m'approche un peu. Ça, c'était aussi assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui reconnaît le quartier, qui est passé il y a plusieurs années, et puis qui se trouve derrière un grand-père et qui a envie de le doubler. Et on voit, vous voyez, les captations sont là derrière, essayent de chercher quelque chose. Et quand la personne commente, elle nous dit, ah, j'étais derrière, j'essayais de trouver une faille, etc., pour passer. Voilà, il est passé. Enregistrement. C'est ça. Ça, c'est le même. Voilà. Voilà, ça, c'est une personne âgée qui connaît très bien le quartier, qui habite dans le quartier. Vous voyez qui regarde et puis qui saisit les failles. Et qui traverse, elle, encore différemment. Je vous confie ça. Qu'est-ce que j'en sais? Vous gardez la main. Voilà. Voilà, alors ça c'est manuel. On n'est pas encore au stade numérique. Mais c'est tous les points qui sont notés sur ces zones. Et on voit le parcours des personnes. Filippo, c'est celui que vous avez vu, vous voyez, qui, en fait, il démarre. Et il a quelques regards. Le regard est assez lâche. Et puis, petit à petit, il sent qu'il va falloir qu'il traverse. Et là, l'œil devient beaucoup plus mobile. Et la personne va essayer de trouver les espaces, regarde beaucoup. Et puis, la flèche, c'est là où il traverse. Vous voyez, par exemple... Zaina, Thierry, Denis, qui sont trois personnes qui ne connaissent pas bien le quartier
vont suivre le trottoir jusqu'au bout et au lieu de traverser la rue, parce qu'elles ont une habitude de Beyrouth et la circulation à Beyrouth, au lieu de traverser la rue comme l'a fait Filippo, elles vont passer à droite et au bout du trottoir vont traverser et on voit que le nombre de captations augmente. Alors que Maria, qui est quelqu'un qui connaît bien le quartier, sait qu'elle peut traverser tout de suite avec le trottoir en face. Elle n'est pas prise par les indications qu'on donne. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui construit le parcours. C'est quand les personnes sont dans le café, qu'on les appareille, on sort du café, puis on leur dit, vous remontez la rue, vous prenez la rue à droite, vous allez jusqu'au bout, vous redescendez en changeant de trottoir et vous revenez. Et ne serait-ce que ces indications, et souvent c'est moi qui les donnais, et vous voyez, je parle beaucoup avec les mains, donc je donnais les indications, ce qui fait que ça donne déjà un sens à la marche. Et vous avez les personnes qui ne connaissent pas très bien le quartier. Le sens de la marche, il va être lié au trottoir, et on va utiliser le trottoir jusqu'au bout, entre guillemets. Et puis les personnes qui connaissent bien, elles savent que le plus court chemin pour aller à l'autre bout, là, c'est de traverser tout de suite. Donc ça construit des parcours qui sont différents, ces indications. Vous voyez, Caroline, c'est celle qui travaille dans le café. À la fin de la journée, comme elle était inquiète de ce qu'on faisait, elle voulait savoir, on lui a dit, vous essayez. Et elle, vous voyez, qui est tout à droite, elle traverse tout de suite. Et ce qui était très intéressant, c'est que en face, sur le mur, en face, il y avait des affiches et il y avait une publicité pour un concert. Et quand on a fait l'entretien avec elle, tout de suite, elle a dit, ah, vous avez vu les affiches là? J'ai regardé les affiches. C'est des copains qui font un concert. Et sans voir véritablement ce qu'on avait fait, elle avait compris aussi. Et ça, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Elles comprennent qu'on va regarder, nous. Et elles regardent aussi pour nous. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut se méfier. Bon, je crois qu'il ne me reste plus énormément de temps. Je passe. J'ai encore 2, 3. C'est bon, Denis, t'as encore jusqu'à 25, c'est bon. T'as encore 10 minutes. 10 minutes, impeccable. Donc, Michel de Certeau, bon, vous voyez, on s'est retrouvé devant ces captations. L'idée qui a amené à travailler là-dessus, c'est que moi, j'ai travaillé avec des neuroscientifiques et le light tracker, l'oculomètre, c'était un de leurs instruments. Et mon rêve, c'était de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qu'en anthropologie on peut faire avec ça? Donc, on a trouvé les collègues, on a trouvé le matériel. Et puis, on s'est retrouvés, hein, on s'est retrouvés devant ces images. Et bon, j'imagine que vous vous dites, bon, tout ça pour si peu, quoi. C'est effectivement, c'est un peu frustrant de se retrouver devant ces points rouges sans exactement savoir ce qu'on peut en faire. Et c'est là où ça devient intéressant, moi je dirais que ça nous oblige à rentrer dans une autre logique. L'idée qu'on avait au début, je sais qu'on avait discuté avec des collègues qui travaillaient sur d'autres projets, qui nous disaient la circulation libre comme ça donnera rien parce que on va se retrouver devant des tonnes d'informations, on ne pourra pas reporter les points pour que le logiciel puisse calculer les itinéraires, etc., puisse nous les modéliser. Donc on est dans quelque chose où on ne tirera pas, ça ne présente pas d'intérêt. Bon, on s'est efforcé quand même de le faire. Et puis, on avait cette idée que circuler dans la ville, c'est éviter des obstacles. C'est éviter des piétons, c'est éviter les cabines téléphoniques, c'est éviter les voitures, c'est éviter de tomber sur le... Donc on a commencé à analyser les choses un peu en ces termes-là. Disant, bon, comment il évite? C'est un peu gymkhana, quoi.
Et puis, ça donne rien, quoi. Bon, ça nous donne peut-être un jeu vidéo, je dirais. On a quelqu'un qui éviterait, avec dextérité ou pas, un certain nombre, mais ça nous dit rien sur la marche. Et surtout, ça nous dit rien sur ce lien qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Il ne faut pas oublier que nous, on voit un point rouge, on voit un cadrage caméra, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un qui pense, il y a quelqu'un qui a des émotions, qui a des craintes, qui se protège, il y a des personnes qui nous disaient « Oh là, moi, je ne regardais pas dans cette boutique parce que j'ai peur d'être reconnu avec ces lunettes. » Oui, il y a tout ça. Et tout ça, pour moi, ce n'est pas des biais de l'expérience, ça fait partie de l'expérience. Hein, il faut essayer de comprendre, même si pour toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé, la situation est tout à fait fictive, elle est improbable. Donc ils savent qu'on va regarder, ils font attention, etc. Mais c'est des comportements quotidiens en relation avec quelqu'un qui pose une question. Moi, quand je faisais mes travaux sur la parenté et que je posais des questions sur le choix du conjoint, ne serait-ce que ça, poser une question à quelqu'un sur le choix du conjoint, c'est lui ouvrir un espace lequel il ne fréquente pas tous les jours, quoi. Donc, de la même manière, l'enquête, elle nous amène aussi à mettre les gens dans un espace et à regarder comment ils le construisent, comment ils le vivent. Et on est allé voir du côté de Michel de Certeau et Isaac Joseph. Isaac Joseph, qui est un sociologue de la ville, qui est décédé maintenant et qui a beaucoup travaillé dans les années 80, qui a travaillé à la gare du Nord sur les déplacements des piétons. La gare du Nord, c'est plusieurs millions de voyageurs chaque journée et il y a des problèmes de flux. Donc il a travaillé avec la SNCF sur l'organisation des flux. Et il est allé voir Gibson à cette époque sur l'approche écologique de la perception. Il a travaillé à partir de l'école de Chicago sur l'anthropologie urbaine. Donc il a inventé quelque chose sur lequel on est encore aujourd'hui. Et ce qu'il a inventé, comme Michel de Certeau aussi inventait à cette époque, c'est quelqu'un de vivant qui est en train de vivre son déplacement et qui est en train de vivre un espace particulier, un temps particulier, un environnement particulier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose de tout à fait spécifique. Et ce que nous dit Michel de Certeau, c'est marcher, c'est manquer de lieu. C'est être dans le flux. Moi, je retrouve ça avec des musiciens qui improvisent. Bachelard disait le temps, c'est une succession d'instants. Mais en fait, si c'est une succession d'instants, on sait jamais, on ne peut jamais prévoir. Hein, quand je vous dis, je prenais la bouteille tout à l'heure, si c'est une succession d'instants, à quoi ça sert que je prévois au départ la taille du goulot? À rien. C'est le flux qui effectivement peut être décomposé en une succession d'instants. Et pour le piéton, c'est de la même manière, ou pour nous tous à chaque instant, c'est de la même manière, c'est pas une succession d'instants, c'est un flux. Il y a une sorte de plongée dans un monde et qu'on construit le monde en même temps qu'on se construit petit à petit, et sans que les choses interviennent, qu'on rencontre un obstacle, etc. L'obstacle, on l'a anticipé, on l'a intégré dans notre parcours, et il va devenir non pas quelque chose qui fait obstacle, mais quelque chose sur lequel on peut prendre appui. Hein, de mon expérience, mais je ne sais pas si vous partagez cette expérience, c'est quelque chose de très infantile, c'est mes souvenirs de jeunesse, c'est quand on traversait un ruisseau sans se mouiller les pieds, en sautant d'une pierre à l'autre. Vous n'avez pas fait ça, non? C'est très jouissif. Et pour moi, la marche en ville, comme l'activité, c'est ça. C'est passer d'un point à l'autre pour organiser son monde. C'est donc intégrer à son monde tous ces éléments de l'environnement.
Et puis Marc Jeanneret qui est aussi décédé il y a peu, qui a été en France, l'un des grands inventeurs, mais même dans le monde des neurosciences contemporaines, s'est penché dans les années 60 sur l'eye tracker et montrait que, en fait, le point, il marque pas un instant dans le déplacement, mais le point, il prend sens dans l'enchaînement des points. En fait, on ne peut pas isoler un point, on ne peut penser que le flux de cette ponctualité, en quelque sorte. Hein, et on comprend, hein, je reviens sur perception, si la perception et l'action sont... il faut, quand j'avance le pied pour marcher, il faut que déjà j'ai tout envisagé, et si je regarde où je mets le pied, je sais déjà que je peux le mettre là, etc. Il y a vraiment une construction de... Je finis, là c'est la dernière dia. Donc... Je ne veux pas couper ton flux, Denis. Non, c'est bien. La dernière dia, c'est Anne-Marie Moll et John Lowe. Alors eux, ils travaillent sur c'est une enquête d'épidémiologie pour savoir comment des médecins dans des villages perdus dans le monde se servent des mêmes outils ou des mêmes vocabulaires que dans des grands hôpitaux, etc. Et c'était sur cette dissémination des notions, des concepts. Et donc ça peut paraître un peu loin de notre sujet d'étude, mais il distingue trois manières de construire l'espace. Le premier, c'est les fluides qui sont opposés, oui, aux régions, qui sont différents des espaces de réseau. Pour eux, il y a une fluidité de la circulation, et c'est un peu comme de l'eau qui cherche à s'écouler et qui trouve les espaces, etc. Et on est dans cette manière de penser la diffusion des concepts, et on n'est pas dans des régions qui auraient leur administration, qui auraient leur réseau de diffusion, etc. C'est-à-dire que la fluidité, elle permet de se libérer de ces idées, je dirais, pour conclure, de la perspective et de cette organisation géométrique du monde. Voilà, merci.